Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Ahmadou Al-Aminou. Bonjour. Bonjour, M. Khan. Vous êtes le directeur national de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Sénégal. Les internautes qui nous suivent sur Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM, sur Facebook et sur notre application GFM et vous, disponible sur Android et sur Apple Store. Monsieur Lo, économiste de formation, vous en êtes à 30 ans d'expérience à la BCEAO. Vos domaines de compétences, la politique monétaire, la gestion des réserves de change, les marchés financiers, la réglementation et la supervision bancaire, la réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Vous occupez depuis le 30 décembre 2016 le poste de directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. On peut vous qualifier d'enfant de la BCEAO pour avoir assumé plusieurs fonctions au siège. On peut en citer quelques-unes. Directeur général de l'organisation et des systèmes d'information, conseiller du directeur général de la stabilité et de l'inclusion financière, directeur des activités bancaires et du financement des économies. Vous avez été impliqué dans la conduite de réformes institutionnelles à la Banque centrale et de l'UMOA, ainsi que dans les réformes bancaires et financières au sein de la zone. Vous avez enfin participé à la conception de la feuille de route du programme de coopération monétaire de la CEDEAO. En vous invitant au grand jury de la RFM en pleine polémique sur le franc CFA, on peut prétendre avoir tapé à la bonne porte. Une question avant d'entrer dans le vif du sujet, avec les pros et les anti-CFA, après avoir attrait l'activiste Kémi Séba devant les tribunaux sénégalais pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA, la BCEAO est-elle à l'origine de son expulsion vers la France? Je vous remercie encore une fois, M. Khan, de nous donner l'occasion de venir à votre micro pour aborder une question d'actualité sur le franc CFA. Comme vous le savez, le banquier central, sa parole est très rare. Oui, elle est très rare et ce n'est pas une spécificité de la BCEAO, c'est la corporation des banquiers centraux. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Kémi Séba, vous êtes à l'origine de son expulsion du Sénégal? Nous ne sommes pas à l'origine de l'expulsion. Revenons sur les faits. Un billet de banque de 5 000 francs a été brûlé par M. Kémi Séba. Il s'en est réclamé ouvertement, alors que le Code de procédure pénale du Sénégal punit l'altération des billets de banque et mieux le fait de brûler un billet de banque. La Banque centrale, lui, il a dit qu'il l'a fait symboliquement. Oui, la Banque centrale est un agent des États. Encore une fois, la monnaie est une question de souveraineté. Les États l'ont déléguée à une institution supranationale qui est la BCEAO. Elle était dans l'obligation, au nom de ces États, d'abord de l'État du Sénégal, pays dans lequel s'est déroulé ce délit, et de l'ensemble des États, de porter plainte en se constituant en partie civile. Encore une fois, nous ne sommes pas dans le domaine du pénal, nous nous sommes intéressés par le civil. Nous avons porté plainte, partie civile, nous avons demandé le franc symbolique pour également dissuader tous ceux qui seraient tentés de le faire. Il a été relaxé. Évidemment, il a été relaxé. Oui, l'affaire aurait pu en rester là, non? Il a été relaxé, il n'est pas de notre... En tant qu'institution internationale, nous ne commentons pas les décisions de justice. Nous laissons les juristes regarder l'article 411 du Code de procédure pénale et se faire eux-mêmes un jugement. Il a été relaxé, mais n'oubliez pas que l'État du Sénégal a fait un appel donc sur la partie pénale. Et donc, c'est la Banque centrale en a pris acte. Le reste, c'est un État souverain. Oui, entre-temps, on l'expulse, quoi. Oui, par un État souverain qui a décidé, sur la base d'informations certainement qui sont détenues par les services, de l'expulser. Et là-dessus, la BCEAO n'a pas de commentaire particulier. Une décision politique qui ne vous concerne pas? Je ne l'appellerai pas politique. Encore une fois, la BCEAO ne peut pas commenter une décision de souveraineté d'un État. Certains auraient pu penser que c'est pour lui faire payer son acte. Encore une fois, M. Khan, notre statut d'établissement public international, je le rappelle moi-même, j'ai un statut de diplomate au Sénégal. Nous ne pouvons pas commenter des décisions de justice et des décisions d'État. Il est évident que nous avons été informés et nous avons suivi de très très près cette affaire-là. Faisons un peu de pédagogie pour le commun des mortels. Qu'est-ce que le franc CFA? Voilà, naïvement. Naïvement, et vous me donnerez l'occasion tout au long de cette émission
de partir sur une base qui puisse être compréhensible à tout un chacun. Parce que votre émission est la bien nommée Grand Jury. Nous sommes là aujourd'hui puisque il y a ceux qui pourfendent le CFA et d'autres qui le défendent. Et la parole officielle, celle-là qui est rare, est là pour apporter des précisions à nos frères et sœurs qui se réclament activistes. Encore une fois, nous sommes convaincus qu'ils ont la bonne intention de défendre des causes, mais ils ont les mauvaises informations. Alors, c'est quoi le franc CFA? C'est le franc de la communauté financière africaine ayant cours légal dans 8 États de l'Afrique de l'Ouest. Il est bon de les rappeler, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Franc CFA qui a été créé depuis 1959 et depuis 1959 qui s'appelle franc de la communauté financière africaine. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est dans le cadre de la communauté française créée par le général de Gaulle que dans la foulée, le franc CFA a été décolonisé et ça s'est appelé franc de la communauté financière africaine. Oui, auparavant colonie française. Voilà. Et un jeu de mots aujourd'hui, communauté financière d'Afrique. Qu'est-ce qui a changé? Point un jeu de mots, parce que si nous voyons l'évolution de la BCEAO et du franc de la communauté financière africaine, et au passage, je vous dirais que lorsqu'on allait créer la BCEAO, le président Senghor voulait qu'on l'appelle la Banque centrale africaine. C'est vous dire que nous avions des présidents visionnaires. Qu'est-ce qui a changé? 1960, de jeunes nations qui accèdent à l'indépendance et qui sont convaincus qu'il leur faut garder un lien d'intégration. Le franc CFA était le seul point d'ancrage en 60 entre les États. Il fallait le garder, ce franc CFA-là. Mais croyez-moi, elle a sa figure dans des encyclopédies qui ont été publiées par la BCEAO. Ils ont dit oui, on va rester ensemble. Oui, nous avons besoin de nous insérer dans les circuits financiers internationaux et continuer à commercer. Pour cela, il nous faut un appui de la France, mais il ne faut pas qu'il y ait un vestige colonial. Et le débat s'est posé. Et la France qui a dit, OK, nous pouvons vous offrir la convertibilité, mais j'aurai besoin d'un droit de regard parce que ma responsabilité peut être engagée dans cette gestion parce que je vous ai garanti, il faut que là où on parle de cette monnaie, je sois quand même présente et que j'ai un mot à dire. 60, 62, 1973, en application des engagements qui ont été déjà pris par la France et les pays africains. Africanisation de la Banque centrale. L'ensemble du personnel qui était expatrié est retourné en France. Un gouverneur africain, Feu Abdoulaye Fadiga. Le conseil d'administration de la Banque centrale, qui avant les indépendances en 59, c'était 50% de Français et 50% d'Africains. En 62, de 62 à 73, un tiers de Français et 2 tiers d'Africains. À la réforme de 73, représentation par un représentant, une voix. Et la France n'était plus représentée que par 2 membres parmi 9 États participant à la gestion monétaire. Et c'est ça aujourd'hui qui continue. Encore une fois, le franc CFA, qui n'est pas un pacte colonial. Ce pacte colonial s'est arrêté depuis lors. Les Africains, nos présidents très visionnaires, ont pensé qu'il leur fallait avoir une monnaie convertible. Tout le débat est là. Aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent doivent se dire quel est l'intérêt d'avoir une monnaie convertible. Et donc, c'était un trilemme qu'il fallait régler. Unité, souveraineté, garantie d'un tiers. Ils ont préféré donc rester ensemble en unité, mais pouvoir s'insérer sur les circuits financiers internationaux en demandant la garantie de la France. La garantie de la France. Alors, justement, les partisans de la sortie de la zone franc, que d'aucuns appellent CFAXit, par allusion au Brexit, considèrent que c'est une monnaie de servitude. Un exemple pour illustrer cela, la fabrication du CFA par la Banque de France via son usine du village de Chamalières, village perdu en France. On se focalise sur Kémy Séba, mais de nombreux économistes africains de renom sont opposés au CFA, à l'image du Togolais Kako Nabukpo, du Bissau-Guinéen Carlos Lopez, ancien président de la Commission africaine pour l'Afrique économique
pour l'Afrique de l'ONU. Il y a Mamadou Koulibaly, l'Ivoirien, les Sénégalais Demba Moussa Dembélé, mais il y a également Felwine Sarr, Ndongo Samba Sylla, Mounirou Ndiaye, pour ne citer que cela. Il faut cependant noter que le professeur Moustapha Kassé n'est pas en phase avec eux et ne cesse d'alerter sur les dangers de la passion anti-CFA au détriment de la raison. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le franc CFA, c'est la monnaie de la servitude? Monsieur Khan, vous avez cité la liste de ceux qui sont contre le franc CFA, mais si je me mettais à citer la liste des grands économistes qui ont défendu le franc CFA tout récemment, le professeur Thion Diop de l'Université de Dakar, avec quelques collègues, ont sorti un papier pour défendre ce franc CFA-là. Monsieur Moussa Touré, qui est un politique que vous connaissez, ancien ministre de l'économie et des finances, de l'économie, aurait pu, au nom de peut-être sa qualité d'opposant politique, critiquer. Mais il a dit attention. Et beaucoup d'autres économistes, ceux que vous avez cités, sont, il me semble, dans un combat idéologique. Alors cette servitude, qu'est-ce qu'il... des économistes quand même. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'idéologie dans ce qu'il dit. Allons-y, un à un. Qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Que la France a un veto dans le fonctionnement de l'Union. Ce qui est 2 représentants au conseil d'administration de la BCEAO. Sur 18 représentants. Et si vous ajoutez le gouverneur, 19 aujourd'hui. Ça, c'était avant 2007. Mais aujourd'hui, c'est un État, un représentant. La France est représentée, le gouverneur de la Banque centrale, 10 personnes, 10 membres du conseil d'administration, majorité simple des voix. Toutes les décisions se prennent à la majorité simple des voix. Le comité de politique monétaire qui est chargé donc de fixer les taux d'intérêt. Nous avons un représentant par État, donc ça fait 8. 4 professeurs d'université réputés. J'en citerai un au Sénégal, le professeur Adama Diaw de l'Université de Saint-Louis, qui a été choisi institut personnel. Ces 4 professeurs, plus les 8 représentants, plus la France, on est à 13. Plus le gouverneur de la BCEAO et les 2 vice-gouverneurs, nous sommes à 16. 16 membres avec vote majorité simple des voix. Vous prenez le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, ce sont exclusivement les ministres des Finances de l'Union. Vous prenez la conférence des chefs d'État, on n'en parle pas. Moi qui vous parle, M. Khan, j'ai eu à participer à plusieurs réunions du Conseil d'administration, du Comité de politique monétaire, du Conseil des ministres. Mais dans les réunions du Conseil d'administration, le représentant français est un représentant simple comme les autres. Et je demande aux gens d'aller interroger le professeur Adama Diaw. Vous pensez que c'est quelqu'un qui va se faire, disons, dicter ce... Non. Je vous assure, monsieur Khan, et c'est ça qui nous fait mal. Les gens ne prennent pas le temps de retourner aux fondamentaux. Les fondamentaux d'une institution, c'est ses statuts. Le représentant français est là. Il aide d'ailleurs, parce que quoi? Il est dans une économie développée. Il vient dans ces réunions-là, avec des informations de première main qui sont partagées avec nous et qui nous permettent de prendre la bonne décision. Donc, premièrement, pas de droit de veto. Deuxièmement, le compte d'opération. Ils disent, et certains vont jusqu'à même dire, que 50% de nos recettes en devises, c'est une taxe. Lorsque vous faisiez ma présentation, vous avez omis de dire que j'ai été directeur des opérations de marché. Donc, j'ai eu à gérer les réserves de change de l'Union. Comment ça se passe? Aujourd'hui, les réserves de change de l'Union monétaire ouest-africaine sont à peu près à 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, à peu près 7 658 milliards de francs CFA. Si nous prenons la partie liquide, donc hors de l'or, c'est un peu plus de 6 milliards, c'est 6 milliards de francs CFA. Donc nous déposons 4 milliards d'euros sur le compte d'opération, qui est un compte d'épargne. Les réserves que gagne la Banque centrale pour les épargner, elle les garde dans le compte d'opération et les 4 autres milliards, elle les utilise pour des placements, pour régler les transactions courantes. Et qu'est-ce qui se passe? S'il s'avère que le compte que nous avons à la Banque de France, qui est notre compte courant, comme nous avons des comptes à la Federal Reserve à New York, nous en avons à la Bank of Japan, nous en avons à la Bank of England, nous en avons dans une banque canadienne, etc., etc.
S'il arrive que le compte Banque de France, qui est le principal compte pivot qui nous permet de régler les opérations, que ce soit la SAR qui veut importer, que ce soit du riz, que ce soit même le pèlerinage, la principale banque qui fait le pèlerinage au Sénégal, nous débitons ce compte d'épargne qui est au compte d'opération pour créditer le compte courant de la Banque de France. Encore une fois, c'est un compte d'épargne qui appartient à la BCEAO, qu'elle utilise quotidiennement. Donc c'est totalement faux ceux qui disent que c'est un compte qui nous prive de réserves de change. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément... Ce n'est pas ce que dit Felwine Sarr sur les réserves. Allons-y. Il soutient même que ces réserves sont excédentaires et auraient pu servir au financement du développement des pays membres de la zone franc et au-delà même peut-être de l'Afrique. Vous répondez à quoi? Je réponds quoi? D'abord, Felwine Sarr a été invité à la Banque centrale pendant plusieurs mois au siège en tant que professeur invité. Moi-même, et je le dis aujourd'hui à votre micro, dès que j'ai pris fonction comme directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, j'ai demandé à rencontrer le professeur Felwine Sarr. Je l'ai rencontré en compagnie d'un autre professeur pour lui dire « Professeur, je vous lis. Voilà les explications que je vous apprends. » Nous avons longuement discuté. Et là-dessus, vous savez, la monnaie, c'est très complexe. Les réserves de change, M. Khan, une fois que, prenons l'exemple du Sénégal qui a récemment pris 1 milliard d'euros sur les marchés financiers internationaux. Le milliard d'euros a été viré dans notre compte à la Federal Reserve, à New York. Nous avons immédiatement transformé ça en euros parce qu'il faut très bien ne pas courir de risque de change. Ces euros ont été virés à la Banque de France et de la Banque de France, nous les avons virés dans le compte d'opération comme épargne et nous avons crédité l'État du Sénégal ici d'environ 600 milliards de francs CFA. Les réserves de change se monétarisent une seule fois, se monétisent une seule fois. Nous avons remis la contrepartie en francs CFA. Qu'est-ce que le professeur dit? Et ça, je pense qu'on peut l'inviter à la BCEAO et lui demander de venir. Il veut à nouveau que le milliard de dollars, sa contre-valeur en euros qui est dans le compte d'opération, qu'on le redistribue à nouveau. Comment? C'est impossible. Cela ne répond à aucune théorie monétaire. Et c'est là le drame. Le drame, c'est que les gens font des affirmations sans se donner la peine. Ces réserves sont inutilisables. Ces réserves. Quand il dit que ces réserves sont excédentaires au cours de ces 20, 30 dernières années, c'est quelque chose de très précis. Mais je vais vous dire. Est-ce que votre réponse peut être aussi Vous savez, précise? c'est quoi des réserves excédentaires? Oui. C'est lorsque vous êtes dans des situations comme la Chine. Nous sommes des économies très sensibles au choc. Je vous donne quelques éléments. Nous avons aujourd'hui 5 mois d'importation. 5 mois. Le taux de couverture de l'émission monétaire est à 75%. C'est quoi une réserve excédentaire pour des pays confrontés au choc excédentaire? Supposez d'ailleurs que ça soit excédentaire. Et j'en reviens à la théorie monétaire. Supposez que ça soit excédentaire. Vous savez que fait la Chine avec ses réserves excédentaires, M. Khan? Elle achète des bons du Trésor américain. Toute réserve excédentaire d'une banque centrale ne peut pas être monétisée, elle ne peut qu'être placée. Parce que c'est ça qui sert à régler vos importations futures. Et nous ne comprenons pas, en tout cas à la Banque centrale, que les gens veuillent à nouveau qu'on monétise les réserves de change. C'est impossible dans la théorie monétaire. Je mets au défi quiconque de nous donner un exemple où une banque centrale a à nouveau remonétiser ses réserves de change après avoir donné la contre-valeur en monnaie locale à ceux qui lui ont cédé des réserves. Impossible de les utiliser pour financer le développement. Impossible de nos économies. De réutiliser des réserves de change pour lesquelles la contre-valeur, je reprends l'exemple du Sénégal. Oui. 1 milliard de dollars empruntés, 600 milliards de francs CFA injectés dans le compte du Trésor, dans les livres de l'agence principale de Dakar, pour faire les projets de développement. C'est ça. C'est que des réserves de change, on vous les cède, vous les transformez en monnaie nationale et vous donnez ces monnaies nationales-là. Donc, on ne peut plus les réutiliser. C'est incohérent. Quelle garantie avez-vous que la France n'utilise pas ses réserves pour financer son économie? Je vous donne un chiffre. La dette française négociable, c'est 1 683 milliards d'euros. L'endettement de l'État français. Les réserves de change déposées dans le compte d'opération aux alentours de 4 milliards d'euros. 0,02% des besoins de la France. La France n'en a pas besoin. Aucunement.
Je vous assure qu'aujourd'hui, on aurait décidé qu'il faut retirer l'argent. Et comment on va retirer? Et supposons, M. Khan, supposons qu'on n'a plus des entrées en devises. Nous allons puiser sur le compte d'opération autant qu'il faudra. Et préavis de 24 heures et le lendemain, vous avez les euros. La France n'en a point besoin. Là également, beaucoup d'intoxication. Ce n'est même pas, ça ne représente même pas 0,5% des besoins de la dette française. Donc, encore une fois, et je suis désolé, c'est que de grands hommes politiques sénégalais ont eu à le dire. Mais encore une fois, c'est des cours de 2e année de sciences économiques. Je rappelle que nous recevons le directeur national de l'agence de la BCEAO pour le Sénégal, Ahmadou Al-Aminou Lo. Nous allons rester sur toujours ce débat, bien entendu. Je cite Felwine Sarr parce que nous l'avons reçu dans cette émission. Il reconnaît qu'il y a des avantages du CFA, mais sur les inconvénients, il ne s'empêche pas de soutenir que le franc CFA est une monnaie qui a un taux de change fixe, aligné à une monnaie forte qui ne reflète pas les fondamentaux de nos économies. Si vous êtes un Sénégalais et que vous exportez aux États-Unis, si l'euro se renchérit par rapport au dollar, le CFA automatiquement se renchérit. Donc vos produits deviennent automatiquement plus chers, alors que ce n'est lié ni à la qualité ni à votre compétitivité, encore moins à votre économie. La BCEAO pourrait-elle être séduite par une monnaie ayant un régime de change flottant, par exemple? Monsieur Khan, vous savez, un professeur a l'avantage qu'il regarde ce qu'il y a dans les cours et les présente, dans le meilleur des mondes. Dans nos cas, nous sommes de petites économies en voie de développement, de petites économies ouvertes, confrontées à un nouvel ordre économique mondial. Nous sommes preneurs de tous les prix. Nous sommes preneurs de tous les chocs exogènes qui se passent à l'extérieur. Il faut beaucoup de lucidité. Vous savez, un bon professeur ne fait pas un bon banquier central. C'est parce quelque part on ne maîtrise pas notre monnaie aussi, non? Non, c'est pas qu'on ne maîtrise pas notre monnaie, mais c'est parce qu'il faut savoir d'abord ce que nous représentons. C'est quand même important. De maîtriser sa monnaie? Non, maîtriser sa monnaie, c'est quoi? C'est de savoir d'abord avec lucidité ce qu'est votre économie. C'est ce que je vous décrivais. On nous parle de parité fixe, qui est une mauvaise chose. Je rappellerai pour l'histoire que jusqu'en 1972, le monde a évolué en parité fixe pour des pays qui étaient développés. D'abord, nous avons eu l'étalon or, ensuite l'étalon change or. Et c'est en 1972, quand les États-Unis n'étaient plus capables de maintenir parité fixe, qu'ils ont laissé tomber. Le monde a évolué dans une parité fixe. Alors, parité fixe, parité flexible, lisez tous les livres possibles. Il n'y a pas encore de consensus. On nous parle de nos exportations, qu'on nous cite. Tant que vous n'êtes pas industrialisé, le taux de change flottant est un gros danger. Parce que quoi? L'arachide sénégalaise, elle est sensible au prix. La quantité à exporter, au contraire, elle est sensible à la pluie. Le coton, le café, le cacao, à la fois les intempéries et à la fois également des prix qui sont fixés à l'extérieur. Donc, si vous dire... C'est de notre faute si nous ne sommes pas industrialisés. Mais c'est ça qu'on dit. Alors, aujourd'hui, là, le franc CFA, permettez-moi de le dire, c'est une solution pour le développement. Parce que nous créons les conditions de stabilité pour que le développement puisse se mettre en place. Les États aient nettement plus d'environnement macroéconomique stable pour arriver au développement. Serions-nous entrés dans de la flexibilité? Le Nigeria, en moins d'un an, 40% de perte de valeur de la monnaie. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Vous savez, la volatilité. Et là-dessus, parité fixe, parité flexible, en économie, moi j'ai beaucoup lu. 3 dangers qui guettent les pays sous-développés. D'abord, ce qu'on appelle l'intolérance à la dette. Toutes les économies qui flottent ont la capacité de pouvoir s'endetter quand il le faut. Nous ne pouvons pas. À partir de 60%, on dit que nos pays sont endettés. Deuxièmement, le phénomène de ce qu'on appelle le péché originel. Aucun État africain ne peut aujourd'hui s'endetter dans sa propre monnaie. Donc si vous avez un problème de balance de paiement, vous allez chercher des devises. Et troisièmement, et enfin, ce qui est un gros problème aujourd'hui dans nos pays, c'est
la peur du flottement. Beaucoup de pays déclarent un flottement. Le Fonds monétaire international, chaque année, republie les régimes de change et les range à nouveau dans de la parité fixe. Les gens manipulent l'opinion. Encore une fois, pour revenir, ce débat parité fixe, parité flexible est un faux débat. Le régime, donc, de change flottant ne vous agrée pas, ne vous séduit pas? Le régime de change flottant n'est pas la panacée. Aujourd'hui, la moitié des économies du monde ont un régime de change fixe. La Chine joue quand même avec son yuan. Hein, la Chine est dans un régime de change managé. Dévalue sa monnaie au gré de ses intérêts. C'est managé. Et du besoin de financer son économie. C'est une parité de fixe qu'il manage, que la Chine manage. La Chine n'est pas flottante. Est-ce qu'on est en mesure de le faire, nous, avec notre CFA? Nous sommes en mesure de le faire le jour où nous aurons une très bonne résilience des fondamentaux économiques. C'est encore une fois, moi, ce débat des économies, M. Khan, si vous le permettez, c'est un débat qu'on doit pouvoir mener dans un cadre très structuré. Je crois qu'aujourd'hui, il suffit d'aller vers l'opinion et de leur dire, écoutez, vous êtes dans une mauvaise monnaie, comme le dit Féluine, comme le dit quelqu'un comme Naboubko. Mais au contraire, de grands économistes, que ce soit des économistes du Fonds monétaire international comme de nos pays, ont écrit aussi pour dire que ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Revenons un peu sur ce que c'est que le franc CFA. Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. Le franc CFA, une monnaie stable, équilibre interne, pouvoir d'achat, qui répond à toutes les fonctions de la monnaie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monnaies vers lesquelles on nous pousse. Unité de compte, toutes les monnaies s'en réclament, c'est possible. Intermédiaire dans les échanges, toutes les monnaies s'en réclament, c'est pas toutes. Il y a des pays où il y a une dollarisation. Réserve de valeur, peu de monnaies s'en réclament. Parce que c'est quoi la réserve de valeur? C'est la capacité à garder de la valeur. Qu'est-ce que le CFA donne? Un taux d'inflation les plus faibles en Afrique. Et l'inflation est l'impôt du pauvre. Donc, une monnaie stable, une monnaie avec un équilibre externe solide, parce que contrairement à ce que les gens disent, M. Khan, oui, le franc CFA n'est pas surévalué. La parité fixe est un danger quand vous êtes surévalué. Nous arrivons à garder un ancrage qui nous rend moins... Il y a quand même un constat froid. Ce n'est pas parmi les pays membres de la zone franc qu'on trouve les pays africains les plus développés. Le Nigeria a sa monnaie, le Naira, l'Afrique du Sud a sa monnaie. On peut prendre un peu dans le monde maghrébin, le Maroc par exemple, qui ont leur monnaie. Et ces pays sont plus développés que les pays de la zone franc. Comment vous l'expliquez? Alors, quelle est la place de la monnaie dans la croissance? Je vais vous rappeler vos propos par le biais d'un internaute très vigilant, Gilbert Tuis, qui dit dans une vidéo disponible sur Seneweb, à la date du 16 mars 2017, vous avez affirmé que le franc CFA est un facteur de croissance. Alors, expliquez-nous d'une part pourquoi depuis 1945 les pays de cet espace géographique ne sont pas en mesure d'atteindre une croissance à 2 chiffres, et d'autre part pourquoi ces pays doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Sa question recoupe un peu la mienne. Répondez à cette question. À sa question, le franc CFA est un facteur de croissance parce qu'il garantit une stabilité monétaire. Le taux d'inflation, dès qu'il est maîtrisé, ça permet aux gens de faire des projections à long terme. C'est ça le rôle d'une monnaie. La monnaie n'a qu'un seul rôle dans une politique économique. C'est de maîtriser le taux d'inflation. À long terme, l'inflation est un phénomène. Vous avez dit que c'est un facteur de croissance. C'est ça que je dis. Oui. Le facteur de croissance, c'est quoi? C'est que vous garantissez un environnement de stabilité monétaire. Alors pourquoi on n'est pas à 2 chiffres? Question de Gilbert Tuis. Pourquoi nous ne sommes pas à 2 chiffres de taux d'inflation? De croissance. Pour quel pays africain est à 2 chiffres de taux de croissance? Sur les 3 dernières années, les pays membres de l'Union ont fait les meilleures croissances en Afrique subsaharienne. Oui, il me semble que l'Angola, une année... Oui, c'est les économies pétrolières. Écoutez, nous n'avons pas du pétrole. Les pays qui ont du pétrole peuvent avoir des taux de croissance élevés. J'ai les chiffres ici, M. Khan. En 2015, nous avons fait 6,4% de taux de croissance. 2016, 6,7%. 2017, 6,9%. Pendant ce temps, le Nigeria a fait une récession en 2016 et cette année aura à peine un 5%. Pourquoi? C'est parce que c'est des pays qui avaient du pétrole, qui étaient peu diversifiés, qui leur donnaient des taux de croissance. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est que la stabilité monétaire par le franc CFA, mais permettez-moi de le répéter, je le répète aux économistes. Ouais. La monnaie, à long terme, la croissance ne dépend que de 2 ou 3 choses.
Le facteur capital, ce n'est pas la monnaie. C'est le capital, parce que sinon on va faire de la création. Le facteur travail, c'est l'éducation, c'est la compétence et la productivité. La monnaie ne peut pas vous garantir. Et là, ils sont en train de polluer les gens en croyant que la monnaie peut amener de la croissance à long terme. Non, à court terme, à très court terme. Lorsque la demande agrégée, ils savent ce que je dis, c'est-à-dire il y a peut-être des problèmes, la demande baisse, la monnaie peut fouetter pendant quelques années. Et après reprendre son rôle qui est un rôle de stabilité monétaire et exclusivement de stabilité monétaire. Oui. Votre patron, le gouverneur de la BCEAO, Thiemeko Mélié Koné, que je remercie au passage pour m'avoir reçu cette semaine, dit ce que vous dites ou vous dites ce qu'il dit, puisque c'est votre patron. C'est ce que disent les banquiers centraux. Personne ne peut nous dire que par rapport aux autres pays qui ont eu à peu près les mêmes challenges que nous, ils sont mieux lotis. C'est ce qu'il dit, fin de citation. Ça me ramène à ma question. Pourquoi l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc sont plus développés que les pays de la zone franc? Monsieur Khan. Ce n'est pas lié à leur monnaie? Nous sommes tous des croyants. Et je n'ai pas demandé à naître au Sénégal. Regardez nos pays. Nous sommes pour une bonne partie dans la partie désertique de l'Afrique. Et pour quelques-uns de nos pays dans la partie soudanaise, nous sommes dans une partie de challenge. Qu'est-ce qui se passe? Sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de taux d'alphabétisation, taux d'éducation. C'est nos dotations factorielles qui posent problème. Et les dotations factorielles, on ne les crée pas. La pluviométrie, le franc CFA ne va pas faire la pluviométrie. Il y a des dotations factorielles, des contraintes en dotations factorielles que nos États sont en train de lever. En faisant comment? En investissant. Ça fait quelques années où nous avons des programmes intensifs d'investissement dans tous les pays de l'Union monétaire. Nous sommes à 26% du PIB en termes de taux d'investissement. Et pour un taux d'épargne de l'ordre de 20%, donc 6% qu'il faut aller rechercher d'or. Il nous faut investir dans les infrastructures, ce que nos États sont en train de faire, que ce soit le plan sénégalais émergent comme les autres plans nationaux de développement. C'est ça, mais la monnaie, pendant cette phase-là, vous savez ce qu'elle permet? C'est rassurer les investisseurs étrangers parce que nous avons un déficit d'épargne. Pour leur dire, venez, vous pouvez venir dans un environnement où je vous garantis de la stabilité. Mais la croissance, si les gens sont de bonne foi, ils savent pertinemment que ce n'est pas un phénomène que la monnaie pousse à long terme. La monnaie crée des bases. Ces bases sont créées. Laissons les États mettre en place des politiques économiques de relance qui sont en train de donner les fruits. Et aujourd'hui, les meilleurs taux de croissance sont dans l'Union monétaire ouest-africaine. Mais ce n'est pas les pays les plus développés en Afrique. Si on prend l'exemple des pays du franc CFA, parce que vous ne répondez pas encore à ma question, c'est le constat que je fais. Pourquoi le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc sont plus développés? Mais c'est ce que je dis depuis un moment. C'est qu'en termes de dotation factorielle, il y a des éléments qui manquent. Ce n'est pas leur monnaie? Ce n'est point leur monnaie. Prenez le Nigeria, un pays de 180 millions d'habitants. Il n'y a pas photo. Prenez le Nigeria, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole. Citez-nous parmi nos 8 pays-là. Qu'est-ce que nous avons? Le cacao. Oui, la Côte d'Ivoire fait partie des premiers producteurs. Le café, le coton et l'or. Mais on a d'autres problèmes démographiques, des problèmes d'alphabétisation. Ce qui est un manque criard d'éthique de la part des économistes, de certains économistes, c'est de faire croire à l'opinion publique que la monnaie est une solution pour le développement. La monnaie vous donne le soubassement. Et aujourd'hui, le franc CFA donne ce soubassement-là en disant « Je vous permets d'avoir un environnement stable aux États, mettez en place vos investissements. » Je vais terminer par cela, M. Khan, si vous le permettez. Savez-vous que les taux d'intérêt les plus bas en Afrique, c'est la BCEAO et le Maroc. Nous sommes à 2,5% de taux directeur de la Banque centrale. Pendant ce temps, le Nigeria est à 14%. Aujourd'hui, nos États lèvent des fonds sur le marché domestique et sur le marché international à des taux qui leur permettent de faire les investissements qu'il faut. Le dernier exemple en date, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui est allé sur les marchés financiers internationaux et qui s'est retrouvé avec un taux de sortie inférieur largement au taux du Nigeria. À la journée d'hier, à la journée de vendredi, l'obligation du Sénégal 15 ans en dollars
valait 5,83%. Pendant ce temps, le Nigeria est à 6,47% et la Côte d'Ivoire à 6,11%. C'est ça. Mettre en place les conditions qu'il faut pour permettre à nos États de mettre en œuvre des programmes d'investissement massifs, ce qu'ils sont en train de faire. Et depuis 3 ans, ceux qui sont de bonne foi peuvent voir que nous avons des taux de croissance imbattables. Très bien. On va revenir sur les taux d'intérêt parce que c'est une question importante. À la question, fabriquer ces billets de banque en dehors de ses frontières nationales est-il approprié, ainsi que le clament les défenseurs d'un CFA exit? Voici ce que l'Américain Owen Linsmeyer, grand spécialiste de la numismatique et fondateur du site de référence banknotes.com, répond. Tous les pays n'ont pas besoin d'avoir une usine, mais la fierté nationale l'emporte parfois sur la raison. Vous dites la même chose que lui. Mais exactement. Parce que ça vous arrange, quoi. Vous savez, M. Kane. Pourquoi le CFA est fabriqué dans un village français du nom de Chamalières? Vous savez, M. Kane, à chaque fois qu'on donne la parole à un expert honnête, il ne peut que donner raison à la BCEAO. Là, vous citez quelqu'un qui se prononce sur le franc CFA. Nous reviendrons sur d'autres thèmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Imprimer un billet de monnaie, c'est de la très haute technologie à cause des faussaires. Qu'est-ce qu'on voit en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud? Il n'y a que 4 pays qui impriment leurs billets sur place. Et là, c'est avec un soutien technologique des grands groupes qui le font d'or. C'est le Ghana, le Nigeria, la RDC et le Kenya. Tous les autres pays africains font fabriquer leurs billets à l'étranger. J'ai envie d'applaudir ces pays africains. Les 4 qui le font ici, oui. Je vais vous expliquer. Ouais. Regardez le Nigeria, 180 millions d'habitants. Taux d'inflation extrêmement élevé. Donc, circulation fiduciaire très, très élevée. Évidemment, pour 180 millions de personnes, vous pouvez faire une usine qui peut vous coûter avec un coût de revient qui n'est pas cher. Nous, si on devait le faire, la Banque centrale a les moyens de le faire. Faites-le. Mais si on le fait, est-ce que l'opinion publique sera d'accord que la Banque centrale fasse des pertes sur ses états financiers? Vous êtes en mesure de lancer un appel d'offres, oui. Justement. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à la Banque de France. Ouvrez cela à la concurrence. Mais écoutez, quand vous regardez les autres pays africains, là où ils font fabriquer leurs billets, vous verrez que nous n'avons aucune spécificité. Les pays anglophones le font faire pour l'essentiel en Angleterre. Pour l'essentiel. Donc, parce que c'est un nombre limité. Mais la France, c'est quand même l'ancienne puissance coloniale. Du point de vue symbolique, ça pose problème à beaucoup d'Africains. Mais du point de vue symbolique, beaucoup de choses nous viennent de la France, que nous portons. Je vois souvent beaucoup d'économistes qui critiquent la France et qui portent de jolis costumes qui viennent de France. Oui, comme d'autres viennent aussi d'autres pays. Nous sommes dans un monde ouvert, mais ici on parle de la monnaie. Non, je veux dire, c'est l'ancienne puissance coloniale qui fabrique notre monnaie dans un petit village. Mais pourquoi pas mon village de Bokidiawé? Mais ce n'est pas l'ancienne puissance coloniale. Encore une fois, c'est la Banque de France qui dispose d'une usine de fabrication, qui propose des prix, qui a un partenariat privilégié avec la BCEAO qui permet d'avoir un coût de revient très bon, qui permet d'avoir des délais de réponse très bons. Monsieur Kane, encore une fois, ce micro-là est-il fabriqué au Sénégal? Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir, sommes-nous indépendants pour décider de ce que nous devons faire? Oui. Et nous le sommes. C'est quoi la question? Mais c'est ça la question. Et ça, la réponse plutôt, et c'est souverainement qu'on a décidé de fabriquer notre monnaie en France. C'est souverainement qu'on a décidé d'imprimer nos billets là où nous avons les meilleurs prix possibles. Et pour ceux qui disent que c'est un billet colonial, clin d'œil, les nouveaux billets de 10 000 francs contiennent 2 signatures, comme tous les billets. La signature du gouverneur de la BCEAO et la signature du gouverneur de la BCEAO et la signature du président du Conseil des ministres. Et vous savez qui est le président du Conseil des ministres de l'Union actuellement? C'est le ministre Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Ceux qui détiennent un billet neuf n'ont qu'à regarder. C'est le ministre Amadou Ba qui a signé ces billets. C'est ça du colonial? Si ce n'est pas une question colle, combien nous coûte l'impression de nos billets, de notre monnaie en France? Il faut regarder une banque centrale indépendante doit tout faire pour ne pas faire des pertes.
Le coût d'impression de billets nous coûte annuellement entre 25 milliards et 35 milliards de francs CFA. 25 à 35 milliards de francs CFA, parce que nous faisons fabriquer. Imaginez qu'on ait une usine. Peut-être que nous aurons des coûts de fabrication moindres, mais dans l'amortissement du bien, peut-être qu'on pourrait se retrouver avec 60 milliards à amortir chaque année. Oui, mais on créerait des emplois parallèlement. En faisant des pertes dans le bilan d'une banque centrale? Bon, non, je ne dis pas ça. On créerait des emplois. Mais l'emploi, ce n'est pas rien. Mais on ferait une perte. Et l'appel à la concurrence? L'appel à la concurrence, M. Gane, vous savez, ceux qui font l'impression, c'est 4 ou 5 grands groupes. On peut quand même nous laisser le soin lorsque nous sommes absolument certains, parce que nous leur parlons aussi. Il y en a qui nous fournissent du matériel fiduciaire. Pas des billets, mais du matériel fiduciaire, nos machines. Nous ne sommes pas allés les acheter à la Banque de France parce qu'elle n'en produit pas, mais parce que c'est eux qui sont nettement moins chers. Ce nationalisme qui consiste à dire ça vient de la France, je n'en veux pas, c'est quand même quelque chose qui fait mal, parce qu'il faut que les gens restent lucides, cohérents, et n'aient comme seul critère de sélection lorsque vous devez faire quelque chose, le coût. Et ce coût, aujourd'hui, la Banque de France nous donne les meilleurs coûts possibles. Invité grand jury, le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, il s'appelle Ahmadou Al-Aminou Lo. À l'heure des plans d'émergence, vous en avez parlé, comment financer le développement des économies africaines, notamment francophones, par exemple, en ignorant les réformes, les importantes réserves que nous avons et dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, encore une fois, on ne peut qu'ignorer ces réserves, parce que ces réserves, dans aucune banque centrale du monde, ne peuvent servir à financer le développement. M. Kane, je n'ai besoin de me répéter 1000 fois. Ça ne répond à aucune cohérence économique. Cela veut simplement dire, et j'utiliserai le mot Wolof, c'est du addu kalpe. Tous ceux qui l'ont fait sont allés voler, entre guillemets, des réserves qui doivent demain servir à couvrir des importations. Comment maintenant financer? Le plus sérieusement du monde, un chef d'État, un président sénégalais l'avait dit il y a quelques années, il faut qu'on rapatrie ces réserves. Il l'a dit, mais comme vous le savez, la Banque centrale... Le président Abdoulaye Wade, pour ne pas le nommer. Le président qui était membre de la conférence des chefs d'État de l'Union, et il n'est pas de notre rôle de répondre publiquement à un président de la République, mais nous sommes allés parler et régler ce qu'il fallait régler. Vous lui avez dit que ce n'était pas possible. Nous lui avons dit que ce n'était pas possible. Comment financer alors? Alors, financer le développement, c'est quoi? C'est un secteur bancaire et un secteur financier. Et contrairement à ce que certains disent, j'ai des chiffres ici. Les crédits à l'économie, donc les crédits qui sont distribués au secteur privé, sur le PIB, l'Union monétaire ouest-africaine, sur la période 2012-2016, on a à peu près 22,2%. Pendant ce temps, le Nigeria est à 13,8%, le Ghana est à 18,3%. Donc, nous finançons plus l'économie que ces pays-là. Comment les financer aujourd'hui? D'abord, le taux d'intérêt de la Banque centrale, l'un des plus bas, 2,5%, pendant que d'autres sont à 14%. Deuxièmement, le taux débiteur. À quel taux les gens peuvent s'endetter auprès des banques? Dans la zone, nous sommes aux alentours de 8%. Oui, pour les meilleures signatures. C'est toujours élevé quand même. Pendant ce temps-là, vous savez... Les clients n'arrêtent pas de se plaindre, aussi bien les entreprises que les ménages. Vous savez, au Nigeria, c'est 18%. Mais on peut faire mieux, non? Alors, que la BCEAO soit à 2,5%, cela veut dire qu'il est possible de faire encore un effort, non? Les 8%, oui. Et vous me donnez l'occasion de le dire. Vous savez, une banque n'a pas d'argent. Les banques ont l'argent des déposants qu'elles doivent rembourser. Donc, elles doivent faire du profit. Il y a ce qu'on appelle le coût du risque. Dans notre zone, le coût du risque reste encore élevé. Et parce qu'il y a une asymétrie d'information, ce qu'on appelle asymétrie d'information, c'est parce que les bilans sont douteux. La Banque centrale a mis en place la centrale des bilans. On essaie de les rendre plus conformes. Ensuite, on ne sait pas qui est qui. Parce que vous pouvez jouer une banque sur l'autre. Vous avez un prêt non remboursé dans une... Nous avons mis en place le bureau d'information sur le crédit. Et vous savez ce qui est quand même incompréhensible, on leur dit faites-vous mieux connaître pour bénéficier des prêts, les gens ne veulent pas donner leur consentement. Donc deuxièmement... Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur des banques.
Ils ont peur qu'on sache que vous êtes débiteur. Vous savez, il y a certains qui ont des créances compromises dans les banques et qui ne veulent pas que ça se sache. Et ça crée au niveau des banques un esprit qui consiste à dire qu'il faut montrer patte blanche. Mais les conditions favorables sont dans l'Union. Encore une fois, 2,5%, taux directeur de la BCEAO, 8%, taux de sortie du crédit le plus élevé. Et quand nous voyons l'évolution du crédit, c'est leur faire mauvais procès. Le taux de croissance annuel des crédits à l'économie dans l'Union, c'est 16%. 16%. Donc chaque année, ça augmente de 16 à 18%. On a un léger fléchissement maintenant, mais les banques continuent à faire du crédit. En 5 ans, les crédits prêtés au secteur privé ont été doublés par les banques. Nous sommes passés de 8 400 milliards à 16 800 milliards. C'est pas ça le financement. Au risque de déséquilibrer les banques. Et si vous déséquilibrez une banque, les gens ont même la mémoire courte. Dans les années 90, on a eu une crise bancaire et beaucoup de personnes ont perdu leurs dépôts. C'est ça. Les banques doivent financer, mais doivent financer dans l'équilibre et dans le respect des ratios prudentiels. Oui, mais comment amener les citoyens de l'UEMOA à faire plus confiance aux banques, à davantage épargner? Le taux de bancarisation est autour de combien aujourd'hui? Alors, comment les amener à faire? Le taux de bancarisation, si vous prenez le taux strict, ceux qui ont accès à une banque, donc population adulte, nous sommes à 18%. Quand vous y mettez la microfinance, et ça c'est encore une fois la stratégie de la Banque centrale, il faut stratifier le recours. Il y en a qui vont vers les banques, il y a d'autres qui sont l'informel. Parce que comme vous savez, nous sommes beaucoup. 29% de la population adulte va au niveau des services de la microfinance. Donc ça nous fait 18 plus 29, 47%. Vous ajoutez maintenant le nouvel instrument qui est le mobile banking, les comptes de monnaie électronique. 35% de la population adulte a un compte. Ce qui fait au Sénégal à peu près 82% de gens qui utilisent les services financiers. Comment faire pour que les gens aient plus confiance aux banques? Mais c'est de se dire qu'elles ne peuvent pas se passer des banques. Mais encore une fois, vous avez des revenus, vous pouvez aller dans une banque ou une microfinance. Vous voulez emprunter, ça dépend. Vous êtes petite, moyenne, grande entreprise, vous pouvez aller vers les banques ou la microfinance. Et je terminerai pour dire qu'est-ce que nous faisons aussi pour, disons, augmenter le financement bancaire. La BCEAO, sous la conduite du gouverneur Tiemoko Kone, a lancé une initiative qui consiste à favoriser le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Cette initiative a été lancée parce que c'est le moteur du développement, ces petites et moyennes entreprises. Oui, et que faites-vous de la question peut-être sensible du rapatriement des recettes d'exportation et des avoirs extérieurs détenus par des particuliers africains et qui se chiffrent à des centaines, voire des milliers de milliards? Cela peut-être pourrait compenser largement le rapatriement des bénéfices vers leur pays par les entreprises françaises présentes dans nos pays, à titre d'exemple. Alors, sur les recettes d'exportation, peut-être, je ne sais pas si c'est un auditeur qui pose la question ou... les fuites de capitaux, c'est un phénomène que vous avez partout. L'apanage n'est pas l'Afrique. Mais sur les recettes d'exportation, non. Parce que pour exporter, il faut domicilier. Chez nous, il n'y a pas de fuite de recettes d'exportation. Il faut domicilier. Donc, nous savons qui a exporté, qui a rapatrié, qui n'a pas rapatrié. La Banque centrale le sait. Oui. Et donc, ce que nous faisons, à chaque fois qu'il y a défaut de rapatriement, nous écrivons à l'entreprise et à sa banque. Et il y a des sanctions. Et vous savez immédiatement, ça s'exécute. Donc le chiffre qui est donné, je pense que c'est un chiffre qui a dû... Mais ce n'est pas vrai, en tout cas dans le cas de l'Union monétaire africaine. Les recettes d'exportation sont rapatriées, particulièrement rapatriées. Les infractions qui sont constatées sont signalées à l'autorité compétente et les sanctions idoines ont été prises. Les avoirs extérieurs, vous n'y pouvez rien? Les avoirs détenus par des résidents d'or. Oui. Mais ces résidents, pour détenir, il faut bien passer par une banque. Ce n'est pas possible. Ah, il y a de l'argent quand même. Mais par contre, quelqu'un qui va à l'extérieur, oui, mais quelqu'un qui va à l'extérieur ouvrir un compte dans une banque étrangère, comment on peut le savoir? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui passe par le circuit bancaire. Très bien. Une dévaluation du franc CFA est-elle envisagée? Vous savez, je le disais tout à l'heure, le franc CFA n'est pas surévalué. En tout cas, le Fonds monétaire international qui fait l'évaluation annuelle de nos politiques, depuis plusieurs années, trouve que nous sommes dans nos fondamentaux. Donc, première chose, ce qui pousse à la dévaluation,
au premier rang desquels le Fonds monétaire international, qui est dans son rôle, il faut le dire. C'est l'organisme qui a été chargé de surveiller les taux de change dans les différents pays membres. Pas de surévaluation du franc CFA. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, 12 milliards d'euros de réserve de change, couvrant 75%. Et vous le répétiez, Félix Sarr dit que nous sommes excédentaires. Donc, quand certains disent excédentaires, d'autres nous disent qu'il faut dévaluer. Nous avons 5 mois de couverture en mois d'importation. Cette situation, oui. Pas de dévaluation. Est-elle valable pour l'Afrique centrale? L'Afrique centrale, vous avez dû voir dans la presse ce qui s'est passé. Ils ont subi de plein fouet la baisse des prix du pétrole. Et donc, ça leur a posé énormément de problèmes en termes de réserve de change. Mais il faut d'abord faire la. Mais il n'y aura pas de dévaluation pour eux? Vous savez, pour eux. Est-ce que vous pouvez l'affirmer? Vous savez, je ne peux pas parler à leur place. Mais le Fonds monétaire international y est allé. Ajustement réel d'abord. Donc, diminution de la dépense publique, remontée des réserves de change. Si ce remède marche, il n'y aura pas de dévaluation. C'est toujours comme ça. Mais dans la zone ouest africaine, en tout cas, je suis habilité d'en parler. Il n'y a pas de surévaluation du franc CFA. Nous avons des réserves de change qui peuvent parfaitement couvrir. Et encore une fois, le franc CFA est une solution. Ça a pu donner les gages utiles. Encore une fois, le franc CFA doit être une fierté pour les Africains. Je répéterai toutes les initiatives prises par la Banque centrale. Et une seule, nous hébergeons l'association des banques centrales africaines depuis 2001 à la BCEAO. Et c'est cette association-là qui est chargée de faire la monnaie africaine. Saliou Mbaye, économiste ancien fonctionnaire de la BAD, trouve aberrant que le CFA d'Afrique centrale ne soit pas interchangeable avec le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, alors que tous deux sont à parité égale avec l'euro, comme il l'avait été avec le franc français. C'est pas une incongruité. Il l'était jusqu'en 1993, peut-être le professeur Mbaye l'oublie. Oui. Il l'était jusqu'en 1993. Oui, mais maintenant, pourquoi ce n'est pas possible? Mais vous savez, en matière d'échange, chacun y voit ses intérêts. Vous savez, nous avons l'essentiel de notre diaspora qui est en Afrique centrale. Et la balance était excédentaire en notre faveur. La Banque centrale des États de l'Afrique centrale a décidé de façon unilatérale avant 1993 de ne plus racheter ce qu'on lui renvoie. Ce n'est pas notre faute. Mais des réflexions sont là. Nous avons déjà commencé des échanges depuis plusieurs années avec eux. Le gouverneur Tchemoko Kone y va, le gouverneur de la Banque centrale vient ici chez nous. Les échanges sont là. Mais aujourd'hui, l'interchangeabilité, ça suppose que les deux parties, chaque partie mesure bien ce que ça peut lui causer comme impact. Cette situation arrange qui? L'Ouest ou le centre? Vous savez, en tout cas, nous, si c'est rétabli, la balance est excédentaire pour nous. C'est nous qui bénéficierions de devises. Parce que comment ça se passe? À chaque fois que nous renvoyons des billets CFA d'Afrique centrale, on nous rembourse en devises. Et quand on nous renvoie des billets d'Afrique de l'Ouest, nous les remboursons en devises. Et la balance est excédentaire pour nous. Pour le moment, c'est l'Afrique centrale qui tire le plus grand bénéfice de cette situation-là. Non, ce que je veux dire, si c'était interchangeable, c'est nous qui en tirions le bénéfice parce que nous avons une diaspora là-bas qui... Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à dire on fait de l'interchangeabilité. Mais quoi qu'on dise, les projets pour une banque centrale africaine sont là. Nous sommes déjà dans des cercles concentriques. Les meilleures réalisations aujourd'hui vers la Banque centrale africaine, c'est la BCEAO et la BAC. Parce que les cercles concentriques tels qu'elle avait théorisé Senghor, c'est d'abord à travers ces trucs-là. Et donc, ils sont déjà en place. Que les autres fassent comme ça. Et ça me permet de très rapidement évoquer la monnaie unique de la CBAO, que certains nous disent que c'est une panacée. Oui, d'accord. La CBAO, oui. Si les chefs d'État en ont décidé, nous sommes une banque centrale, nous suivons. Mais tout au long du processus qui a démarré depuis 1975, beaucoup de rendez-vous ont été pris, ont été manqués. Oui, et même 2020 ne tient plus. 2020 ne tient plus, pourquoi? Parce que vous n'en voulez pas. Non, pas qu'on n'en veut pas, mais la feuille de route avait demandé dans un premier temps qu'il y ait une seconde zone monétaire entre le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie et la Guinée, pour qu'ils gèrent ensemble une monnaie. Ils ne l'ont jamais. Tant que cela ne se fera pas, il n'y aura pas de monnaie unique. C'est pas ce que les chefs d'État ont décidé. On termine par là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils devaient tenter l'expérience de faire comme nous, ils n'ont jamais pu le faire. Donc, ceux qui veulent qu'on accélère un processus d'aller vers la Banque centrale africaine ont ceci pour réfléchir. Il n'est pas facile de rester ensemble, de respecter de la discipline. Ce que la BCEAO réussit, ce que la BEAC réussit aussi, dans toutes les initiatives qui seront faites, gardons une chose en vue,
c'est que le franc CFA est aujourd'hui une solution pour aller vers la Banque centrale africaine parce que nous connaissons comment il faut gérer une monnaie. Ah oui. Entre plusieurs Le CFA, monnaie unique pour l'Afrique, c'est ce que vous préconisez? Non, je ne préconise pas. Je veux dire, si les gens veulent savoir comment ça se passe, et c'est ce que c'était le signal. Le signal, c'était l'APCA. On dit, hey, vous avez fait ça, vous. On va vous mettre l'APCA dans vos murs et nous les gérons depuis plus de 20 ans. Merci. Ahmadou Al-Aminou Lo, directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, invité du grand jury. Merci de nous avoir suivis. À la technique, Aliouba. Digital Manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Nakunika hin